Tu peux prendre la parole. Merci beaucoup et bonjour à toutes et à tous. Merci à la SOAB de me permettre, ainsi qu'à mon collègue Francis, de pouvoir vous présenter le développement des marchés des capitaux en devise locale, qui est un sujet cher à nos deux organisations. J'espère que vous voyez bien mes slides. Oui, sans problème, Elisabeth, on voit très bien. Parfait. Donc, j'ai commencé un petit peu pour vous résumer la structure de ce webinaire du côté de TCX, de Currency Exchange Fund. Donc, je vais commencer avec une introduction de TCX très rapide. Et puis, je vais parler du phénomène du risque de change et de la discussion sur la viabilité de la dette, qui est un sujet qui était au centre des conversations de toute la presse internationale et régionale de ces 3 dernières années, particulièrement suite aux différents chocs que nous avons vécus sur le continent. Et finalement, développer discussion sur le développement des marchés des capitaux en monnaie locale. Et ensuite, je passerai le bâton à mon collègue Francis pour aller dans une présentation sur le marché monétaire interbancaire et repo. Donc, une petite présentation sur TCX. TCX est un fonds de développement qui a été créé il y a une petite quinzaine d'années, donc en 2007, par un ensemble d'institutions de finances au développement et de gouvernement. Donc, quand on regarde les plus grandes banques de développement, la SFI, Poparco, l'AFD, la Banque européenne d'investissement, Bio, on avait la Banque africaine de développement auparavant, la Banque de développement d'Afrique australe, etc., etc., ainsi que quelques gouvernements, la Commission européenne et quelques gouvernements européens. Et donc, nous avons été créés pour un seul but, c'est de fournir des solutions au risque de change. Et nous le faisons en utilisant des produits dérivés. Donc, nous permettons aux entreprises, particulièrement aux entreprises de développement, de fournir des prêts en monnaie locale dans des pays où il n'y a pas de marché à ce sujet-là. Donc, au Sierra Leone, Kenyan Shilling, s'ils veulent faire un emprunt à 15, 20, 30 ans dans ces pays-là, ils utilisent notre entité. Nous pouvons fournir des devises dans plus d'une centaine de pays et la majorité des pays africains, donc 90% des pays africains. Nous avons, depuis notre existence, permis de protéger contre le risque de change pour l'équivalent de plus ou moins 15 milliards de dollars. Nous avons un capital de 1,5 milliard qui augmente à chaque fois et un rating très stable qui nous permet donc d'avoir comme contrepartie toutes ces banques de développement et banques multilatérales. Ce que nous ont demandé nos investisseurs, c'est de travailler non pas sur la génération de profit, mais sur la maximisation de l'impact. Et nous sommes évalués au niveau de notre performance sur 3 piliers. Le premier pilier qui est de dérisquer le secteur du développement financier, donc permettre de retirer le risque des prêts qui sont accordés aux emprunteurs dans les pays émergents et frontières et de le garder dans les bilans de TCX. En permettant donc, comme je disais, à nos actionnaires et même parfois des banques commerciales ou des fonds d'impact de fournir des solutions en devise locale. Le deuxième est le développement des marchés des capitaux. Donc, je vais en discuter plus amplement un peu plus tard. Et donc, c'est de créer un appétit pour ces devises-là sur les marchés internationaux. Donc, le marché offshore, que je décrirai un peu plus tard. Donc, ce que nous faisons, nous émettons des obligations avec nos actionnaires, comme je dirais en Sierra Leone, en franc congolais, en shilling kényan ou en franc CFA, et nous aidons nos actionnaires à émettre des obligations à Londres, à Luxembourg et autres, et à vendre le risque de marché, donc le risque de change. Certains investisseurs internationaux ont un appétit pour ce risque au niveau international. Mais ça nous permet de non seulement créer une courbe des taux internationale, mais de montrer qu'il y a un appétit de transférer le risque vers les emprunteurs des pays émergents et frontières et le passer à des fonds de pension, des chargés d'investissement dans des fonds de mutualisation en France, dans les pays nordiques, aux États-Unis et ailleurs. Et le troisième pilier, qui est un petit peu la raison de notre présence aujourd'hui, c'est d'accroître la sensibilisation
par rapport au risque de change. Donc faire comprendre à l'écosystème, à tous les écosystèmes, que le risque de change est un problème énorme pour le développement des pays frontières et qu'il faut trouver une solution systémique pour permettre de mieux se développer. Isabelle, si tu permets, je pense que nous avons à l'écran la mauvaise partie de ta présentation puisqu'elle ne bouge pas. Donc un instant, j'arrête de partager et je relance. D'accord. C'est parfait là maintenant. Voilà, donc j'espère que ça va commencer à... Je bouge déjà pour voir. Parfait, ça bouge très bien. Parfait. Donc le risque de change et la viabilité de la dette. Je pense qu'on a tous entendu depuis des années, suite au Covid, à chaque fois qu'il y a un choc, que ce soit Covid ou la guerre entre la Russie et l'Ukraine, qu'on parle du principe que les pays africains vont avoir des problèmes à rembourser leurs dettes. Certains ont eu des problèmes à rembourser leurs dettes. On parle du fait que les intérêts de remboursement de la dette augmentent, que 50 à 75% de la dette des pays africains beaucoup de pays sont à un niveau d'endettement élevé, avec des charges imprévisibles ou même sur le point de faire défaut. Et donc, on peut se poser des questions sur est-ce que les pays africains empruntent trop. Et c'est une question qu'on se pose beaucoup au sein de TCX. Et quand on regarde les niveaux des dettes de nos pays, en moyenne, on est à 60% sur base du PIB. Je crois que la moyenne mondiale est aux alentours de 100%. Et certains pays dits développés sont à 200-220%. Donc la question est, est-ce que l'Afrique emprunte trop, toutes choses étant égales par ailleurs, en ayant juste un taux de 60%? Pour nous, au sein de TCX, le problème n'est pas que nos pays empruntent trop, le problème est qu'on emprunte le mauvais type d'instrument. Une étude qui a été faite par la Banque africaine de développement montre que l'élément qui a le plus d'impact sur la dette publique de nos pays, c'est le taux de change que vous voyez en bleu. Ce n'est pas le taux d'intérêt, ce n'est pas la croissance du PIB ou d'autres éléments. Vraiment, le gros élément qui joue, c'est la dépréciation du cours de change. Donc, nous empruntons en devises appelées fortes, mais en devises étrangères, dollars, euros et autres. Et quand nous devons rembourser, nous avons du mal à rembourser parce que nos devises se déprécient et nous devons finalement un emprunt qui devait ne coûter que 5%, finit par nous coûter 20 ou 30%. Et, et ces emprunts n'ont pas nécessairement les bonnes conditions générales, mais ça, c'est encore un autre problème. Et donc, même dans le cadre de TCX, donc, comme je parlais de notre pilier 3, ou de parler aux institutions internationales, de parler avec notre bâton de pèlerin, de faire réaliser qu'il y a un problème au niveau de l'architecture de la finance par rapport au risque de change, nous avons réussi à lancer quelques petites discussions et donc AIDA, qui est liée à la Banque mondiale, reconnaît que le risque de change dans les emprunts publics extérieurs des pays AIDA, et 80% des pays AIDA sont en Afrique, représente l'un des plus grands risques financiers. Et l'impact potentiel est intensifié par l'affaiblissement de la viabilité de la dette. Donc plus on emprunte en devises qui ne sont pas les nôtres, plus on a des problèmes à rembourser notre dette, moins on a de contrôle sur notre politique monétaire, et plus on crée ce chemin de un peu qu'on appelle ça, Sisyphe, où on recrée à chaque fois un problème de notre dette. Donc il faut trouver une solution à ce problème. Et quelles sont les solutions à ce problème? Et c'est là où on parle beaucoup du développement des marchés des capitaux. Il faut arriver déjà à emprunter dans notre devise. Et comment fait-on pour emprunter dans notre devise? Ça, c'est toutes les questions que l'on se pose. Chez TCX, on parle de deux principes. Donc, quand on parle de marché des développements des capitaux, la possibilité d'emprunter dans sa propre devise, on part du principe qu'il y a le marché offshore, donc pouvoir emprunter sur les marchés internationaux, et le marché onshore qui est le marché domestique. Donc pour nous, il faut arriver à avoir cette capacité, à aussi bien pouvoir emprunter à New York ou Londres en francs CFA et autres, que de pouvoir emprunter sur le marché local. Et c'est sur ça qu'il faut travailler en parallèle.
Pourquoi? Donc, on l'a déjà mentionné à plusieurs reprises. Le fait de, il y a le concept du péché originel, qui est un concept économique qui a été écrit il y a déjà plus d'une vingtaine d'années par trois économistes, Barry Green, Hugo Panizza et je ne sais plus le nom du troisième, qui parlaient justement ils appelaient ça le péché originel, donc l'incapacité des pays à emprunter dans leur propre devise. C'était né de la crise en Argentine où ils avaient regardé un petit peu les conditions et s'étaient dit est-ce que le gouvernement argentin a dépensé, a été non raisonnable ou a fait des bêtises. Non, ils se sont rendus compte que la gestion, la politique monétaire, économique de l'Argentine était très bien gérée, mieux que certains pays européens, et que c'était juste à cause de la dépréciation de leur devise et du fait que leur dette extérieure, le gros de leur dette était en devise étrangère qui a créé ce problème. Et donc, on voit certaines tendances qui se développent. Il y a de moins en moins de financement d'aide publique au développement, de moins en moins. Plus les pays se développent lentement mais sûrement, plus les prêts AIDA dans la Banque mondiale, donc les prêts concessionnels diminuent. Et donc, on commence de plus en plus, si on le voit dans plusieurs pays, commencer à faire des appels aux emprunts commerciaux, donc les eurobonds et autres, ce type-là. Mais malgré le fait qu'il y a eu un moment d'euphorie où tous les pays pouvaient emprunter dans les marchés en euro-obligations à l'international, il y a eu une petite période, ces 2-3 dernières années, où ce marché, qui est un marché extérieur, s'est asséché et donc a créé des problèmes et des tensions pour certains pays qui ont du mal à se refinancer. Et ce n'est que depuis quelques mois, suite d'ailleurs, je crois que c'était la Côte d'Ivoire qui a commencé en premier, qui a réussi à émettre avec beaucoup de succès ces euro-obligations, que d'autres pays ont suivi. Et évidemment, quand ça se fait, il faut arriver à emprunter dans sa propre monnaie. Ça permet de développer son marché interne, ça permet de limiter la vulnérabilité au choc, parce que quand il y a un choc économique en général, la monnaie se déprécie pour différentes raisons, mais aussi, par exemple, on a vu les États-Unis, quand ils ont augmenté leur taux d'intérêt, beaucoup d'investisseurs ont transféré leurs fonds vers les États-Unis. Donc non seulement il y a une perte de liquidité au niveau de la région, mais cette perte de liquidité a créé aussi une vente de dollars et a encore plus déprécié. Donc ça crée un double choc. Et il faut briser ce cercle vicieux de ce double choc. Donc il faut vraiment commencer à développer un marché financier dans nos devises pour pouvoir se développer. Quand on regarde les données au niveau, on regarde un petit peu ce qui se fait dans le reste du monde, on remarque que les marchés émergents, donc la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, donc tous ces marchés émergents qu'on regarde un peu tous, euh, ont un très gros niveau de développement des marchés, comme on regarde le développement des marchés financiers, donc le développement oui, marchés financiers, et le développement financier. Donc leurs banques sont développées, mais ils ont aussi réussi à créer des marchés financiers, de la dette, des actions, etc., etc. Donc on voit à gauche les marchés émergents, on voit le niveau, classification, et on voit sur à l'extrême droite les pays qui sont low income, à revenus bas et moyens, qui sont la plupart des pays africains. Donc nous sommes en orange et c'est un élément sur lequel il faut travailler. Donc il faut non seulement travailler sur créer de la profondeur de nos marchés, donc permettre de développer une taille des obligations d'État, une taille des obligations non gouvernementales, des marchés financiers, etc., etc. Donc la capacité de nos marchés à générer de l'épargne ou à faire travailler notre épargne interne. Mais il faut en même temps, et quand on fera ça, ça nous permettra de mieux gérer nos déséquilibres de compte courant, ça permettra de mieux gérer notre politique macroéconomique, d'être plus résilient au choc, parce que la monnaie viendra de nos régions, de nous-mêmes, et ça permettra donc de stabiliser. Et c'est un élément qu'on voit, tous les pays émergents, tous, ont un marché, de développement des marchés financiers et du secteur financier. Donc c'est un élément important. Et arrivent à emprunter dans leur devise. Quand on regarde, voilà, à nouveau, la Chine, Hong Kong, Singapour et autres, on voit une croissance on voit un appétit de plus en plus grand pour le marché des devises, donc, et particulièrement en rouge les marchés dérivés. Donc il y a un appétit international pour l'achat de devises des marchés émergents. Donc, et c'est ce qu'on prouve aussi avec TCX, avec les marchés frontières. Les fonds de pension,
les fonds de gestion d'actifs sont très intéressés par l'achat de devises et de produits des marchés émergents. Et quand on regarde particulièrement les marchés, donc quand vous regardez le graphe de droite, donc on voit d'un côté sur le gauche AI currency, ce sont les devises des pays avancés et les pays émergents à droite. Et on voit justement que le niveau est très similaire. Donc il y a un appétit, que ce soit offshore, dans l'international, que ce soit localement. On voit un appétit pour les résidents et les non-résidents. Donc on voit que les investisseurs internationaux sont intéressés d'acheter des devises de Malaisie, de Brésil, etc., etc. Donc il faut arriver à un point où nos devises auront le même type d'appétit. Et quand on regarde donc en dehors de la devise maintenant et qu'on va dans les obligations, à nouveau, on voit la capacité des pays émergents à l'extrême gauche à émettre des obligations qui augmentent à chaque fois dans leur devise, et les pays en Afrique subsaharienne qui ont du mal à l'extrême droite à lever de la dette. Et encore plus si on va un peu plus dans la granularité. Quand on regarde les pays, donc les pays émergents, Brésil, Afrique du Sud, Inde, Mexique, etc., etc., et qu'on voit, on voit leur montant de la dette, donc leur emprunt augmenter, donc ils empruntent de plus en plus. Mais quand on voit la partie en bleu, c'est le montant de leur dette dans leur devise locale. Donc ils ont réussi à développer et à avoir 80 à 90% de leur devise, si pas plus, parfois même 100%, à emprunter dans leur devise et à trouver des investisseurs internationaux qui sont intéressés de prendre cette devise. Et la question qui pourrait se poser, c'est pourquoi l'Afrique du Sud emprunte à du 11% en devise locale, alors qu'il pourrait le faire et avoir plus de liquidité à du 5% en dollars ou autre devise. C'est justement pour ça, c'est pour justement non seulement mieux gérer sa politique monétaire, parce que comme ils empruntent dans leur devise, ça veut dire qu'ils ont les deux mains sur le guidon et qu'ils contrôlent et qu'ils peuvent avoir beaucoup plus d'influence, être plus résistants au choc. Mais ça permet aussi, en tant que gouvernement, de créer une courbe des taux. Si l'Afrique du Sud, le gouvernement peut emprunter à 30 ans et qui crée une courbe des taux de 3 mois à 30 ans, ça permettra aux entreprises locales, ça permettra aux PME, ça permettra aux banques de savoir où se situer pour fournir des emprunts à tout l'écosystème. Donc, il y a vraiment un travail qui doit être fait à développer une courbe des taux dans nos devises. Et quand on regarde les mêmes données, on voit que, c'est ce que j'ai déjà mentionné un peu plus tôt, non seulement le nombre de capacités empruntées augmente, euh, mais on voit aussi que les non-résidents investissent de plus en plus. Donc, les gens empruntent de plus en plus dans leur devise et les non-résidents investissent de plus en plus. Donc, il y a vraiment une tendance qui se montre là-dessus et sur laquelle il faut aller. C'est ça le chemin vers le développement. Donc, aller vers des emprunts en devise locale similaires à tous les pays émergents. Alors, quand on regarde ça, on se dit, mais pourquoi est-ce que on ne crée pas on ne travaille pas à créer des obligations en devise locale à 20-30 ans et encourager les investisseurs non résidents à investir plus, si on peut le faire au lieu de faire des obligations, euro-obligations. Mais quand on demande aux investisseurs non résidents pourquoi ils n'aiment pas ou pourquoi ils ont peur d'investir dans les marchés plus frontières, comme la plupart de nos marchés, ils mentionnent plusieurs éléments. Donc, ils mentionnent le contrôle des capitaux. Ils veulent être sûrs que s'ils vont apporter 1 milliard, qu'ils pourront ressortir leur 1 milliard à la fin de leur investissement. Donc, c'est un élément auquel il faut penser si on veut développer un marché et faire intervenir les investisseurs non résidents. Après, chacun doit gérer sa politique monétaire, mais je pense que c'est un élément auquel il faut tenir compte. Il y a le risque de convertibilité de transfert, ne pas pouvoir convertir, on a vu dans certains pays de la région, ou ne pas pouvoir sortir l'argent au moment où ça arrive. Un élément qui est la perception du risque pays, et je mentionne perception parce qu'il y a eu beaucoup de débats ces dernières semaines ou même ces derniers mois sur est-ce que le risque africain est bien évalué, et toutes les discussions sur la création peut-être
d'une agence de rating africaine, etc., etc. Donc, je ne rentrerai pas sur le débat, est-ce que le risque est réel ou perçu, mais les investisseurs non résidents mentionnent ça comme un élément, et la profondeur du marché. Le fait qu'ils ne sont pas durs, qu'il y aura assez de liquidités qui pourront investir ou ressortir de leur investissement. Et on sait que beaucoup de, de pays dans la région n'ont pas nécessairement de profondeur de marché, et que beaucoup d'investissements qui se font, que ce soit des obligations d'État ou non souveraines, les gens investissent pour garder l'investissement jusqu'à leur échéance, et n'ont pas de marché pour pouvoir vendre pendant la durée de vie de l'obligation, ou même pour créer de la liquidité. Et c'est là où un petit peu TCX se positionne, parce que pour nous, il y a deux éléments importants. Il faut développer, fondamentalement, il faut développer le marché domestique, mais développer le marché domestique prend des années. On voit certains de nos actionnaires ou autres pays qui se développent et qui vont à un rythme effréné pour mettre en place l'infrastructure pour le développement des marchés domestiques. Et je parlerai un peu plus tard de marché domestique, mais ça va prendre une dizaine d'années, si pas plus. Et donc, pendant ce temps-là, pour éviter justement de continuer le cycle de Club de Paris, épique, épique, nous partons du principe qu'il faut développer une courbe ou des investissements offshore, donc sur les marchés internationaux, qui permettent aux investisseurs qui ont toutes ces inquiétudes de liquidité et autres, de convertibilité, d'investir dans une bourse qu'ils connaissent, Londres, Luxembourg, New York ou autre, et de permettre quand même d'avoir accès à de l'investissement en devise locale, en développement en parallèle le marché offshore, tout en travaillant sur le développement du marché domestique. Et c'est ce que, quand je parlais du pilier 2 de TCX, c'est ce que nous faisons depuis une dizaine d'années. Nous travaillons avec nos actionnaires, les principaux étant la SFI, la BERD, la BEI, la BAD et FMO. Et nous travaillons avec eux pour émettre des obligations synthétiques. Donc, synthétiques dans le sens où l'obligation est en devise, mais tout ce qui est clearing et settlement, donc la compensation, se fait en dollars. Et depuis le début de notre programme, nous avons réussi à émettre l'équivalent de 250 obligations plus ou moins pour l'équivalent de 2,5 milliards de dollars. C'est peu, les tickets sont petits, les maturités sont courtes, on va jusqu'à 3, 4, 5 ans. Mais l'idée pour nous n'est pas d'être un opérateur qui fait des obligations, ou de créer ou d'engorger le marché qui ne permettrait pas aux autres de pouvoir également faire la même chose. Notre but par rapport à ce pilier-là est de montrer au marché, aux investisseurs, qu'il existe un appétit au niveau international pour des obligations en devise africaine sur les marchés internationaux. Donc montrer qu'il y a un appétit, et après encourager les gouvernements, les entreprises internationales, les grosses entreprises africaines à faire de même pour commencer à créer ce marché offshore, en attendant de développer le marché des capitaux. Et ces deux activités doivent se faire, je le répète à plusieurs reprises, en parallèle. Il faut développer le marché domestique tout en utilisant les avantages du marché offshore pour pouvoir générer suffisamment d'investissements. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux en parallèle qui doivent être travaillés pour obtenir le maximum de financement. Et maintenant, je vais aller parler un petit peu du marché domestique. Et pour ce faire, je remercie un de nos partenaires de TCX qui s'appelle FSD Africa, qui est lié au gouvernement anglais, pour avoir partagé certaines de leurs données. Donc, on regarde un peu les tendances du marché obligataire mondial, et on remarque que c'est un marché qui grandit assez bien, qui est passé de 88 à 130 milliards en une petite dizaine d'années. Et on voit que la part des marchés émergents, même malgré qu'elle reste petite, a quand même triplé, là où la partie globale a augmenté de 50%. Donc on voit qu'il y a un appétit qui se développe de plus en plus. Et quand on regarde le marché des obligations d'État en Afrique, et là je prends beaucoup de pays en Afrique anglophone, on voit quand même que l'augmentation est là aussi, mais en dollars. On voit cependant que les dettes en monnaie locale ont été multipliées par 11, mais ça reste encore très, très petit.
Et dans le marché UMOA, on voit qu'il y a évidemment les euro-obligations. On a vu le Bénin, le Sénégal, la Côte d'Ivoire émettre. Il y a des euro-obligations qui vont même jusqu'à 30 ans. Et sur le marché local, il y a quand même un travail qui a été fait qui permet d'avoir des obligations jusqu'à 20 ou 25 ans, de ce que j'ai pu voir, même si la liquidité de ce que nous voyons est plus forte aux alentours des 10 ans. Quand on regarde les rendements, donc les taux de ces rendements, on voit une certaine évolution du rendement entre les pays anglophones et les pays de la zone UEMOA. On voit que les pays anglophones, peut-être hors Afrique du Sud, on paye encore un niveau assez élevé de leur rendement pour pouvoir emprunter. Et on voit que même si les rendements sont allongés, les taux d'intérêt sont élevés. Donc, ça rend les choses compliquées pour attirer le secteur privé. Parce que si évidemment un fonds de pension ou une banque peut investir à du 15-16% du gouvernement kényan, pourquoi achèterait-il des obligations des entreprises kenyanes qui sont plus risquées alors qu'il a déjà un très bon rendement avec l'emprunt souverain. Et c'est là où aussi le gouvernement doit jouer un rôle très important de non seulement non seulement créer une courbe des taux, mais optimiser la courbe des taux, travailler de manière très consciente, avec beaucoup d'intentionnalité, pour ne pas absorber toute la taille du marché et ne pas permettre aux entreprises privées de pouvoir s'emprunter, être très conscient du taux auquel ils empruntent. Donc, est-ce que le Kenya n'emprunte pas trop cher? C'est une question qu'on a posée à plusieurs reprises. Notre point de vue est que le gouvernement kenyan paye trop cher, mais ce n'est peut-être pas le leur. Mais donc, c'est un élément important auquel les gouvernements doivent faire attention quand ils construisent une courbe des taux, quand ils empruntent, de ne pas expulser le secteur privé et de ne pas donner trop d'obligations d'État au niveau du secteur bancaire, qui est quand même encore le secteur qui achète le plus de produits sur les marchés, parce qu'il n'a pas encore développé les marchés domestiques, et faire attention à ça. À nouveau, quand on parle de courbe des taux et d'emprunt, pourquoi est-ce qu'il faut emprunter en monnaie locale et pas en eurobond? On voit à un moment qu'il y a eu une explosion du taux du shilling. Je parlais avec une ancienne directrice du bureau de la dette du Kenya qui mentionnait que le Kenya avait emprunté pour un peu moins de 10 trilliards en devises locales, enfin en devises, toutes choses confondues, et que avec la dépréciation du taux de change, sans avoir rien emprunté en plus, ils sont passés de 10 à 12 trilliards, et donc ils ont explosé leur marge de la dette, donc le sommet de la dette, le plafond de la dette, et qu'ils ont eu des problèmes par rapport à ça. Et sur un élément sur lequel ils n'avaient aucun contrôle. Donc en empruntant une devise locale, c'est créer du contrôle. En même temps, le problème de refinancement, on a beaucoup parlé de la capacité à refinancer. Le marché des euro-obligations est parfois volatile. L'appétit des investisseurs internationaux change. Les taux d'intérêt de dollar augmentent et il y a moins d'appétit pour les obligations des marchés émergents et frontières. Et donc, c'est l'accumulation de deux péchés originels. On n'a aucun contrôle si on emprunte dans une devise qu'on ne contrôle pas, et on n'a aucun contrôle si on choisit des investisseurs qui ont beaucoup plus de choix. Tandis que si on travaille beaucoup à développer nos marchés locaux, on a nos investisseurs locaux, nos fonds de pension, nos assurances, la population, et qui est beaucoup plus stable et qui connaît mieux le risque du pays que de parler avec des investisseurs qui peuvent du jour au lendemain partir. Et quand le Kenya a eu une inquiétude par rapport à son refinancement, les taux, comme on le voit à droite, ont beaucoup augmenté, ce qui crée aussi un risque de refinancement à un coût plus élevé. Les avantages. Donc, pour le gouvernement, c'est clair. Les obligations d'État, pourquoi? S'ils arrivent à mobiliser l'épargne locale ou en monnaie locale, ça leur permet de financer des projets d'infrastructure. À long terme, ça leur permet de mieux gérer leur cycle budgétaire, leur politique monétaire, de moins s'inquiéter des chocs et de renforcer justement la mise en œuvre de cette politique monétaire. Pour le secteur financier, je l'ai mentionné auparavant, créer une courbe des taux
permet justement de leur permettre de fixer des prix. Donc, si le gouvernement a une courbe des taux jusqu'à 25 ans, ça permet aux banques de faire des crédits hypothécaires. À 15-20 ans, ça permet de prêter aux entreprises à 7 ans, en connaissant quelle est déjà la base du taux sans risque, et de rajouter une marge qui serait la marge de crédit. Donc, ça permet à tout l'écosystème d'être beaucoup plus résilient. Donc, comme je disais, une infrastructure de soutien pour les instruments non gouvernementaux. Et ça permet de fournir des outils d'épargne pour le reste de l'économie. Ça permet de mieux gérer le risque. On a parlé du péché originel, je ne vais pas le répéter à nouveau, et le risque de refinancement. Mais ça permet aussi une meilleure allocation, plus efficace des ressources au sein d'un écosystème qui se connaît mieux. Donc, on crée un écosystème plus efficace et plus résilient. Maintenant, on parle de tous les avantages, mais il y a aussi beaucoup de challenges par rapport à ça. Comme je disais, construire un marché domestique qui prend des années. Ça demande beaucoup d'intentionnalité, ça demande de la stabilité et une vision. Et donc, le gouvernement doit travailler à créer non seulement un marché primaire, mais à créer la liquidité de ce marché, de marché secondaire aussi. Donc, le gouvernement doit être crédible quand il émet des titres. Donc, il doit avoir un élément de confiance, une politique macroéconomique qui rassure, qui est constante, qui fonctionne dans un cadre et qui doit être communiqué. Ça permet de créer une confiance auprès des investisseurs. Donc, il faut vraiment faire ça avec beaucoup de vision et d'intentionnalité. Les bureaux de la dette doivent travailler de manière plus stratégique et pas opportuniste, parce qu'on voit souvent des bureaux de la dette emprunter en urgence parce qu'il faut combler les fonds de roulement et pas nécessairement penser à leur stratégie d'investissement à long terme et de développer un plan d'enchères ou de financement à long terme. Donc, il faut vraiment créer ces structures qui rassurent. Il faut créer une infrastructure, bien sûr, une plateforme légale et donc juridique et des systèmes qui permettent à tous les investisseurs, entre les emprunteurs et les investisseurs, de pouvoir se retrouver quelque part dans un cadre structuré, de savoir quelle est l'enforçabilité de ce qu'ils doivent faire. Il faut travailler à encourager les investisseurs diversifiés. Comme on dit, on voit beaucoup les banques acheter les obligations d'État, mais il faut travailler pour que les fonds de pension, que les publics, les fonds de pension privés, les compagnies d'assurance aient aussi une volonté d'investir. Donc, mettre en place des réglementations et des politiques qui encouragent ces différents investisseurs à rentrer sur ce marché, plutôt que de les placer à court terme ou de les placer à l'international. Il faut un marché bancaire solide et un marché monétaire qui fonctionne bien. Et ça, c'est un élément que mon collègue Francis va vous présenter en détail. Donc, l'importance du marché interbancaire, monétaire et repo pour créer justement cette liquidité. Et donc, il faut vraiment une approche adaptative. Donc, créer un marché primaire, donc les premières émissions, créer les bonnes bases pour le développement du marché secondaire, donc bien voir et adapter. Et je pense que c'est important de dire que tout ça ne se construit pas, on peut avoir un plan, mais il faut avoir la flexibilité de pouvoir adapter ce plan aux réalités et aux contraintes qui existent. Et il faut s'assurer qu'il y a toujours un groupe cohérent qui communique entre le régulateur et les autres, qu'il ne faut pas changer d'interlocuteur tous les 3 ans, parce que ça rend les choses compliquées en termes de suivi. À partir du moment où on a développé ce marché, il faut travailler sur la liquidité, donc vraiment générer la liquidité. Et c'est là où la présentation de Frank Clear va beaucoup jouer. Et dès qu'on a un marché qui est un peu plus développé, il faut commencer à travailler sur justement des instruments plus sophistiqués, des obligations thématiques, etc. etc. Donc, il faut toujours apprendre à courir à marcher avant de courir. Et c'est vraiment, il faut travailler sur le développement du marché, sur l'efficacité de marché de manière systématique et adaptative. Donc, en conclusion, et là je reviens un petit peu au point de vue de TCX par rapport au risque de change, le développement des marchés émergents est très fortement lié à leur capacité à emprunter dans leur devise, aussi bien localement qu'internationalement. Et donc,
on sent une corrélation entre le risque de change qui est très élevé et le niveau de développement. La plupart du temps, on commence par emprunter bilatéralement via la Banque mondiale, etc., etc., en dollars, en euros. On évolue un petit peu, on commence à émettre des euro-obligations parce qu'on sort de tout ce qui est AIDA et autres emprunts concessionnels. Donc, on a commencé à avoir accès aux marchés internationaux. Mais il faut évoluer vers émettre des obligations internationales en devise domestique. Je vais être honnête, tous les pays d'Afrique ne peuvent pas le faire à ce moment-là, mais la plupart des pays de l'UMOA, je pense, peuvent emprunter à l'international en francs CFA. Et finalement, en parallèle, pendant qu'on commence à évoluer vers cette optique de diminuer le risque de change, qui est un risque fondamental et un des plus gros risques financiers, travailler sur le développement du marché des capitaux au niveau local pour finalement avoir de la profondeur et un marché où on pourra emprunter localement dans nos devises, mais aussi encourager les investisseurs internationaux à venir investir et à apporter justement de la liquidité du dollar ou de l'euro dans nos marchés, tout en investissant dans notre secteur financier et autres. Le développement des marchés en devises locales onshore et offshore est clé pour le développement de nos pays. Les deux doivent être faits en parallèle pour régler le risque de change, mais aussi créer une courbe des taux. Donc, on peut créer une courbe des taux à l'international pendant qu'on développe le marché domestique. Et l'idée est de voir à un moment ou à un autre la liquidité absolue, le développement absolu, c'est quand la courbe des taux offshore et onshore s'aligne. Quand on parle du marché Eurobond, c'est le marché du dollar hors États-Unis. Et on a le même taux sur le marché Eurobond que sur le marché dollar. Et c'est ça, la liquidité absolue, la transparence des marchés, l'efficacité des marchés absolue. Mais donc, on peut créer les deux en parallèle. Ce n'est pas, comme je dirais, l'un ou l'autre, on peut faire les deux en parallèle. Il faut faire les deux en parallèle. Le pouvoir du marché domestique, c'est de pouvoir créer un pool de liquidité en monnaie locale plus fiable, donc moins volatile. Il ne partira pas pour aller on ne sera pas en compétition entre l'Indonésie et la Côte d'Ivoire ou le Kenya et le Brésil, parce que ce sera un pool de liquidité qui est domestique. Et le développement des marchés domestiques est un processus à long terme. Il est important, comme je mentionne, d'avoir un engagement à long terme avec des équipes stables au niveau du gouvernement, particulièrement, pour être sûr qu'on avance et qu'il y a des objectifs qu'on pense à 5-10 ans. Il faut une vision stratégique. Je parlais d'intentionnalité, mais aussi avoir de la flexibilité pour s'adapter un peu en cours de route aux réalités du marché, aux discussions avec les parties prenantes. Tous les pays n'ont pas le même système de marché financier, donc il faut comprendre les réalités régionales et locales. Il faut commencer par construire les fondations, se concentrer sur le développement des marchés financiers plutôt que le marché des capitaux. Donc, surtout dans les pays qui sont dominés par le système bancaire. Donc, quand je parle de marché financier, c'est le marché monétaire, repo, interbancaire, produits dérivés locaux, et puis après aller vers le développement des obligations. Souvent, on fait un peu, c'est un débat que j'ai beaucoup avec Francis. Qu'est-ce qui est en premier? Est-ce qu'on émet des obligations? Est-ce qu'on fait le développement des marchés à court terme? La plupart des pays ont commencé par les obligations, parce qu'en fait, la priorité est de créer de la dette. Mais il faut vraiment créer cette base. Si on ne crée pas cette base de marché financier, on n'aura pas de développement pérenne par rapport à ça. Il faut des communications régulières. Donc, pourquoi pas créer un groupe de travail pour tout ce qui est marché financier, qui prend les parties prenantes, les banques centrales, les autorités de marché, etc., pour travailler ensemble. Il faut encourager tous les acteurs à être actifs sur les marchés domestiques, aussi bien les acteurs locaux que les acteurs internationaux, parce que ça permet un transfert de compétences à tous les niveaux qui est important à avoir, surtout quand on travaille à long terme. Un élément important, les gouvernements doivent créer une courbe des taux, parce que ça permet la découverte des prix, ça permet la transparence. Comme je disais, si on ne sait pas quel est le taux 15 ans ou 20 ans du gouvernement, comment est-ce que la banque ou à l'international ou une banque internationale peut prêter à une entreprise locale si elle ne sait pas quel est le taux sans risque. Et finalement, il faut de la formation. De la formation, de la formation, de la formation. Donc ça fait beaucoup d'éléments, et c'est pour ça que je dis que ça prend du temps. Et c'est un écosystème compliqué, qui est de trouver l'équilibre entre créer l'infrastructure de marché, un cadre juridique et créer une culture de risque. Et tous les acteurs doivent travailler ensemble. Et le rôle important que jouent les agences de rating et les analystes financiers, c'est justement
en attendant, quand on parle de transparence des prix, de découverte des prix, votre rôle, l'analyse financier, est de permettre justement aux investisseurs de savoir quel est le profil de risque d'un produit, quel est d'un produit financier, que ce soit une obligation d'État, que ce soit une action, leur permettre de justement cette découverte de prix, cette meilleure compréhension du risque sous-jacent qui leur permettra d'investir au mieux. Donc vous avez un rôle très important à jouer dans cette machine, dans cet écosystème, et j'attends avec impatience de voir comment la SOAP va évoluer et devenir un acteur leader qui va pousser cette machine à aller vers de l'avant. On parle beaucoup des agences de rating, on parle beaucoup de la nécessité de créer une agence de rating africaine. C'était mentionné par le propriétaire d'une agence de rating, qui en a déjà 3 sur le continent. Est-ce qu'il faut les encourager, elles, ou est-ce qu'il faut en développer une nouvelle? Je ne sais pas, c'est un débat ouvert, mais un des éléments qui est clair quand on voit ces agences de rating, elles ont toutes des modèles différents, mais elles regardent quand elle regarde le rating, le crédit, le profil crédit, elle regarde le profil en devise locale et le profil en devise étrangère. Et donc le risque de change, de manière implicite, est impliqué dans les modèles de définition de crédit. Et donc il est important d'encourager le développement d'un marché en devise locale avec la liquidité qu'il faut, un marché de dérivés à long terme qui permettra justement de rendre ce risque un peu plus insignifiant. Voilà, merci. Et je ne sais pas si vous préférez que Francis présente un petit peu Oui, et qu'on réponde à toutes les questions. c'est ça. C'est ce qu'on va faire, Isabelle. On va laisser Francis prendre le relais après ta présentation, puisqu'elle, son intervention prend en compte les différents aspects qui vont aider à ce que ce marché domestique soit mieux apprécié, mieux développé avec les instruments qu'il va présenter. Et juste après Francis, un peu dans une quinzaine de minutes, voire 20 minutes, on pourra prendre les questions de nos auditeurs. Parfait. Merci Super. beaucoup. Merci. Francis, tu as la parole, s'il te plaît. Merci. Ok, bonsoir à tous. Merci Serge, merci Isabelle. Je partage mon écran ou vous le partagez de votre côté? Je vais le partager, je vais le faire. Oui, tu partages ton écran. Oui. D'accord. Ok. Je sais pas si vous arrivez à voir. C'est bon? Oui, c'est bon. C'est bon. Ok, merci. Merci de me donner l'occasion de représenter Frontclear pour ce workshop sur le développement des marchés financiers dans les marchés émergents et frontières. Je tiens à préciser que ma présentation va être brève parce que avec les organisateurs, on avait convenu qu'il y aurait une autre présentation plus tard dans quelques semaines qui ira plus en profondeur sur les points que nous allons évoquer aujourd'hui. Donc, elle se structure à deux niveaux. La présentation, c'est essentiellement de présenter Frontclear, de dire ce que nous faisons, et après de parler du développement des marchés monétaires, ce qui est notre cœur de métier, pourquoi est-ce qu'on en a fait notre cœur de métier, etc. Et ça répond un peu, ça répond un peu aux problématiques dont Isabelle a présenté tout à l'heure dans sa présentation. Donc, Frontclear, pourquoi, pour qui et où? Frontclear, c'est une entreprise de développement financier, de développement économique située à Amsterdam, aux Pays-Bas. Et nous travaillons ensemble avec TCS. Sur l'écran, vous pouvez voir l'ensemble de nos investisseurs et de nos comptes garants. Donc, il y a l'ensemble des institutions de financement du développement du type EBRD, Proparco, etc. Et même TCS. TCS est une société sœur, mais en même temps investisseur dans Frontclear. Il y a le Fonds suédois de développement, Cardano, etc., et KfW. Donc, et des gouvernements européens, les gouvernements allemands et néerlandais qui ont mis du capital ensemble parce que pour régler le problème du développement des marchés monétaires, ces institutions ont dit on met du capital ensemble pour donner l'opportunité à une structure d'adresser ce problème-là. Donc, c'est dans ce ordre d'idée-là que Frontclear est né. Et l'idée, c'est de bâtir un marché interbancaire stable et plus intégré. Et
Comment est-ce qu'on bâtit un marché interbancaire stable et intégré? On a deux façons de le faire, on a deux outils. C'est l'émission de garantie et l'assistance technique. Dans un premier temps, nous avons commencé par l'émission de garantie pour la simple raison que quand vous êtes une institution financière, vous voulez prêter de la liquidité à une autre institution financière, votre préoccupation première, c'est le risque de contrepartie. Et on s'est dit, qu'en absorbant ce risque de contrepartie, on permettra à des institutions à travers le monde de se prêter entre elles et contribuer à un marché monétaire plus stable. Donc, dans un premier temps, on s'est rendu compte que ça ne suffisait pas parce que parfois, d'un marché à l'autre, on est confronté à des problèmes de gap de formation, des problèmes d'environnement juridique qui ne sont pas du tout conformes aux normes à l'international. On a tendance à comparer le développement des marchés interbancaires à travers le monde. Le, le, le premier repo vraiment documenté en tant que tel dans l'histoire, je pense que ça date de 1917, c'est quand le gouvernement américain voulait injecter de la liquidité dans l'économie américaine. Et ce qui a fait que le repo, le marché du repo s'est développé à travers les siècles qui ont suivi, c'est justement l'environnement juridique. L'harmonisation des normes juridiques par la signature des GMRA, des Global Master Repo Agreement, ce qui n'est pas enforceable, ce qui ne fait pas foi forcément dans plusieurs juridictions, notamment dans plusieurs juridictions en Afrique, en Amérique latine et en Asie du Sud-Est. Donc, une grande partie de l'activité de Frontclear consiste justement à faire de l'assistance technique, aider les juridictions localement à arriver au niveau de GMRA. Je prends l'exemple de la zone UEMOA, puisque la plupart des auditeurs viennent de la zone UEMOA. La réglementation locale du repo, c'est une réglementation qui a été écrite par la Banque centrale. C'est le Local Master Repo Agreement. C'est vrai qu'elle prend beaucoup de dispositions du GMRA, mais elle n'est pas complète. Donc, il y a beaucoup de provisions qu'il faudra ajouter. Donc, ça fait partie de nos objectifs de travailler avec des régulateurs dans le cadre de notre travail d'assistance technique pour pouvoir améliorer la réglementation locale. Et une fois que la réglementation locale elle est améliorée, ça débloque en quelque sorte le flot de liquidité qui arrive. Parce que quand vous êtes une banque et vous êtes situé, vous êtes JP Morgan ou bien Barclays, vous voulez faire une opération de repo, cross-border repo avec une banque dans la zone UEMOA, vous vous dites, est-ce que le GMRA est enforceable? Et quand le GMRA n'est pas enforceable, vous ne voulez pas vous aventurer dans cette région-là. Et ce qu'on fait dans un premier temps, c'est qu'on donne une garantie pour absorber le risque de contrepartie et on prend le risque juridique parce qu'on se permet de faire une transaction dans une région qui n'est pas GMRA compliant. Et après, on se rapproche des régulateurs pour leur dire, OK, en tant qu'organisation de développement, nous pouvons prendre ce risque-là. Mais à terme, si vous voulez que le marché interbancaire se développe, il faudra faire les réformes nécessaires pour améliorer l'environnement juridique. Je peux vous donner l'exemple de 3 autres pays en Afrique de l'Est où on a travaillé d'arrache-pied avec les banques centrales dans le cadre de l'assistance technique. C'est le Kenya, l'Ouganda et le Rwanda. Et actuellement, le Rwanda a adopté l'ensemble des réformes. L'Ouganda, excusez-moi, a adopté l'ensemble des réformes. Pour le Rwanda, actuellement, ils sont en étude au niveau du Parlement pour voir si ils sont d'accord par rapport à l'ensemble des observations qu'on leur a soumises. Donc, c'est en quelque sorte ce qu'on fait au niveau de l'assistance technique. Les types de transactions sur lesquelles nous travaillons. Donc, les transactions transfrontalières, c'est essentiellement garantir une institution qui se trouve dans un marché développé de prêter de la liquidité, tout ce qui est hard currency, euro, dollar, à une banque qui se trouve dans un marché émergent. La banque qui se trouve dans le marché émergent utilise les obligations à monnaie locale comme collatéral. Et en cas de défaut, nous, Frontclear, on intervient dans la transaction et on essaie de rembourser la personne qui prête et on achète le collatéral parce que en quelque sorte, l'une des problématiques avec le repo, c'est le problème de liquidité des collatérales dans les marchés émergents parce que le marché secondaire n'est pas toujours développé dans la plupart des pays. La capacité de céder des titres que vous recevez en collatéral dans un événement de défaut
c'est difficile à justifier. Donc, il faut un garant derrière. Donc, c'est ce qu'on fait. C'est une grande partie de nos activités. On se rend compte aussi que sur plusieurs marchés, la liquidité, quand on regarde à un niveau macro, on peut se rendre compte qu'il y a de la liquidité dans le système. Je prends encore l'exemple de la zone UEMOA. On dit que les banques ont beaucoup de liquidités, mais quand on fait attention, on essaie d'être plus pointilleux par rapport à ça, on se rend compte que la liquidité se trouve au niveau des banques internationales, un peu du type Citibank, Société Générale, Standard Chartered. Et cette liquidité-là n'arrive pas forcément vers les autres banques du marché. La zone UEMOA ne fait pas exception. En ce sens, on a vu la même chose dans d'autres pays, en Asie du Sud-Est, en Amérique latine, en Afrique de l'Est, etc. Et dans ce temps d'idée-là, ce qu'on fait, c'est qu'on se rapproche des banques, des grandes banques, et la problématique de l'environnement juridique ressort encore. Donc, on ne peut pas prêter parce que nos comptes sont consolidés à Londres ou bien aux États-Unis, et la réglementation locale du repo ne nous donne pas assez de confort pour pouvoir faire des opérations sur l'interbancaire. Donc, dans ce sens-là aussi, Frontclear aide parce que Frontclear donne une garantie à la grande banque du type Citibank pour faire une transaction en prêtant de la monnaie locale à une autre petite banque du marché, une banque tier 2 ou bien tier 3. Ça, c'est la seconde structure. Ce sont des transactions à local où des banques se prêtent de la liquidité entre elles. On a une opération, des structures qui s'appellent transactionnelles, c'est-à-dire nous faisons de l'intermédiation en quelque sorte. Parce que parfois, quand il s'agit de sortir de la liquidité, tout ce qui est hard currency, les banques estiment que les tailles de tickets sont trop faibles. Donc, on a créé une SPV aux Pays-Bas qui arrive à faire de l'intermédiation dans les transactions. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'opération principale sur la slide. La version aboutie, la plus aboutie de la solution de Frontclear, c'est ce qu'on appelle TradeClear, où Frontclear agit vraiment comme une chambre de compensation. Parce qu'à terme, c'est bien de garantir une transaction entre deux banques, mais quand on veut que la liquidité, le marché soit très liquide et stable, il faudra garantir toutes les banques du marché. Donc, c'est ce qu'on a déroulé, par exemple, en Ouganda, qu'on veut dérouler en Tanzanie, en Zambie, etc. C'est que je venais de dire que les marchés en Afrique et dans plusieurs marchés frontières sont segmentés. Donc, il y a de la liquidité avec les banques Tier 1. Cette liquidité-là n'arrive pas ou bien arrive dans une moindre mesure aux banques Tier 2 et les banques Tier 3 n'ont même pas accès à cette liquidité-là. Et l'objectif du TradeClear, c'est de créer, on l'appelle encore umbrella garantie, garantie parapluie, de créer un écosystème sécurisé pour que des banques puissent faire des transactions entre elles. C'était comme si on disait que dans ce workshop-là, nous sommes tous des banques, on crée un environnement sécurisé où nous pouvons faire des transactions. Une fois qu'il y a un event of default, on intervient, nous remboursons la banque qui a prêté de la liquidité et nous isolons la banque qui a fait défaut. Donc, si vous faites bien attention à la solution, c'est que ça permet aussi de garantir une certaine stabilité financière. C'est pour cela qu'on travaille essentiellement avec les banques centrales parce qu'on agit comme clearer du marché en tant que tel. Donc, ce type de structure-là nécessite un aval de la Banque centrale par la signature d'un MOU afin de travailler avec eux. Donc, la version, la juridiction dans laquelle on a plus, on a vraiment implémenté cette solution, c'est en Ouganda. Et l'impact sur le marché interbancaire se voit clairement parce que le type de transaction entre les banques concernant tout ce qui est repo et forward s'est beaucoup amélioré depuis qu'on a mis en place la facilité. Donc, c'est essentiellement les types de transactions que Frontclear fait d'un point de vue garantie, en plus du travail d'assistance technique que nous faisons. Pourquoi est-ce qu'on a choisi de faire du développement des marchés monétaires notre cœur de métier? La plupart de nos actionnaires que vous venez de voir dans la première slide, c'est sur la première slide, ce sont des institutions qui se concentrent plus sur le long terme. Mais nous sommes convaincus. Même l'histoire financière des peuples montre à suffisance que le développement du marché interbancaire, c'est la pierre angulaire
pour un développement du marché financier harmonieux. Il faut d'abord commencer par l'interbancaire et la slide suivante va le montrer parce que là, cette slide présente en quelque sorte le système financier de manière stylisée. Vous avez à gauche les épargnants, c'est essentiellement les ménages. Et à droite, vous avez les entreprises et les États qui ont besoin de ressources pour se développer. Le but d'un système financier qui fonctionne, c'est justement de pouvoir mettre en lien l'ensemble de ces flux-là. Les flux des épargnants qui vont aller vers les gens qui ont besoin qui vont aller vers les agents qui ont des besoins de financement. Donc, prendre la liquidité des agents en capacité de financement vers les endroits, les agents en besoin de financement. Et pour ce faire, au milieu, vous avez les différentes étapes du développement du marché financier. Donc, dans un premier temps, vous avez le marché interbancaire, parce qu'il va falloir que le marché interbancaire se développe. Donc, c'est tout ce qui est opération de overnight. Les opérations d'overnight permettent d'irriguer le système en liquidité, mais ne permettent pas d'irriguer le système suffisamment parce que le problème avec l'overnight, c'est qu'il y a un problème de risque et d'incertitude qui s'installe. C'est pour cela que le repo, c'est sine qua non, parce que le repo permet en quelque sorte de gérer ce risque-là et ces incertitudes-là. Pour quelle raison? Parce que vous avez un collatéral. Quand le système fonctionne normalement avec un cadre juridique qui le permet, vous recevez ces titres en transfert de titre de propriété. Vous l'avez à travers votre compte Sagetil pour parler plus de la zone UEMOA. En cas de défaut, vous pouvez céder ces liquidités-là et faire un étude qui vous permet de retomber sur vos pieds. L'autre chose, c'est que dans un marché très bien intégré où les titres sont fongibles, vous pouvez toujours utiliser ce collatéral-là avec une autre banque pour pouvoir sortir de la liquidité. Quand vous avez déjà votre liquidité que vous avez prêté à une autre banque. Ça permet de régler la question de liquidité. Ça vous permet de plus participer au marché primaire. C'est pour ça que quand vous voyez sur la slide, il y a d'abord le money market. Une fois que les questions de liquidité sont réglées au niveau des banques et des intermédiaires financiers, ces agents-là peuvent mieux participer au marché primaire, au marché de tout ce qui est bons de trésor et faire des opérations de foreign exchange market. Donc, une fois que l'ensemble de ces bases-là sont établies, on a plus de taux de référence. Donc, les titres émis sur le marché monétaire à court terme, qui sont des bons du trésor, permettent à ce qu'on ait des taux à long terme qui permettent aux États d'émettre des obligations, ce qui est la troisième étape. Une fois qu'on a les États qui émettent sur des maturités de référence, on peut avoir une courbe des taux sur plusieurs maturités. On peut ajouter un premium à ces courbes des taux-là pour pouvoir permettre aux corporates d'émettre, ce qui est la quatrième étape, et on va vers un marché d'equity. On a un marché de dette qui est développé pour les corporates. On va vers un marché d'equity. Et l'étape ultime, c'est d'avoir des produits plus complexes, comme tout ce qui est actifs de titrisation, comme les asset-backed securities et des dérivés plus complexes. Donc, en quelque sorte, le système pyramidal, ça vous montre ce qu'on doit faire et le fait que chaque étape est une condition préalable pour l'autre étape, en fait. Donc, c'est pour cela qu'on a choisi de se concentrer sur le money market. Parce qu'on se dit, une fois que le money market sera développé, nous pourrons aller vers les autres étapes. Vous pouvez aussi remarquer sur la slide que les banques ont une bulle plus importante que les compagnies d'assurance et les fonds de pension. C'est lié au fait que la plupart des économies dans les marchés émergents et frontières, le taux d'épargne est très faible. Donc, ce sont les banques qui sont au centre du système financier, ce qui n'est pas le cas dans les marchés plus développés où les gens ont tendance à plus s'épargner. Donc voilà, c'est pour vous montrer pourquoi est-ce on se concentre sur le marché interbancaire.
Une fois que ce marché est développé, je pense que dans la session à venir, on pourra parler de l'importance du marché interbancaire pour le marché des dérivés. Comment est-ce que le marché des dérivés permet d'avoir des courbes, des taux à long terme pour développer une courbe des taux plus harmonieuse en suivant les principes de l'IOSCO. Donc, je vais juste m'arrêter là et je vais conclure en disant que en tant qu'organisation d'analyse financière en Afrique de l'Ouest francophone, ce sur quoi je vais vous exhorter, c'est plus de travailler sur le volet formation, sur le marché, parce que il y a un déficit de sensibilisation dans la zone UEMOA comme dans plusieurs marchés par rapport aux problématiques liées au marché financier, même parfois même des praticiens eux-mêmes. C'est-à-dire quand vous allez en Ouganda, au Kenya, ce sont des marchés qui ont des forums de trésoriers qui sont établis avec un volet formation très développé, ce qui permet de sensibiliser le marché. La problématique principale dans nos marchés, c'est même souvent, c'est même pas le risque. C'est c'est la propension des acteurs à jouer le jeu. C'est-à-dire, vous allez voir un trésorier qui a de la liquidité, qui n'a pas forcément de problème de risque, mais qui n'a pas envie de prêter à une plus petite banque. Et il va te le justifier en disant, je ne veux pas prêter à mon concurrent. Donc, il y a un travail de sensibilisation à faire et c'est dans ce cadre-là que je vous encourage et que je trouve que l'initiative de créer une association d'analyse financière pour l'Afrique de l'Ouest francophone est salutaire. Merci. Merci beaucoup, Francis, pour ton intervention et ton exposé. Alors, nous allons passer à la séance des questions, mais je voudrais rappeler juste 2 points. Je donnerai la parole à Isabelle. Alors, Francis, dans ta présentation, l'un des éléments clés que j'ai retenu, c'est le money market, c'est-à-dire cette base essentielle qui doit permettre de développer nos marchés financiers et aussi en monnaie locale. Et surtout, on a une même égalité entre ces marchés émergents où les banques sont pratiquement les plus gros investisseurs et c'est le cas pratiquement du marché UEMOA où les banques effectivement sont les plus gros investisseurs suivant les données des institutions du marché régulateur, autant de la Banque centrale avec UEMOA titre et la BRVM et le Conseil régional. Alors, pour ce point de savoir comment mobiliser un véritable mouvement de fonds, je voudrais poser à Isabelle cette question importante. Alors, pour permettre, nous sommes dans une zone où pratiquement nos sociétés de gestion sont les plus gros acteurs, sont les brokers qui veillent à structurer des produits pour pouvoir lever des fonds, conseiller même des États comme des entreprises. Est-ce que tu peux nous donner un peu de détails dans le processus d'émission de ces obligations synthétiques? Oui, bien sûr. Donc, pour les émissions synthétiques, j'espère que la vidéo va marcher. Oui, pour les émissions synthétiques, le processus est très similaire à une émission obligataire qui se ferait en euro-obligation. Donc, c'est les mêmes procédures. Il faut prendre des avocats, il faut prendre une banque qui va être la banque qui va arranger la structure. Et ce qui change essentiellement, à part certaines documentations légales, c'est le type d'investisseur qu'il va falloir chercher. Parce qu'à la fin de la journée, l'obligation était mise sur la bourse de Londres, Luxembourg, New York ou autre. Donc, c'est la même chose qui va être une euro-obligation. Certains éléments par rapport au taux à définir et documentation légale par rapport à la législation locale. Et puis après, la banque que vous allez utiliser pour être l'arrangeur, qui va être l'arrangeur, ou peut-être aussi prendre, qu'on appelle underwriter, qui va aussi prendre une portion, va aller contacter des investisseurs internationaux, mais qui seront plus des investisseurs focalisés sur les marchés émergents. Ce n'est pas le même type d'investisseur. Et leur dire, voilà, voici le type de produit et les encourager quand l'émission sera émise à les acheter. Donc, c'est la même procédure qu'une euro-obligation. En résumé.
juste quelques éléments légaux et de taux à mentionner différemment. Comme j'avais mentionné, une obligation synthétique. L'avantage d'une obligation synthétique, c'est que le risque de change est couvert, mais que tout ce qui est compensation se fait en dollars. Donc, on va dire, j'emprunte l'équivalent de 100 millions de dollars, ça fait, j'arrondis, ça fait 50 milliards de francs CFA. Et donc, j'émets 50 milliards de francs CFA en synthétique. Tous les trimestres, je paye, je paye 500 millions de francs CFA sur la durée de 10 ans, juste pour faire un exemple simple. Mais peu importe l'évolution du taux, je paye l'équivalent en dollars ou en euros de 500 millions. Donc, si la devise se déprécie, si pour l'instant c'est un taux de 10, on va dire, les 500 millions deviennent 50 millions d'euros payés tous les trimestres. Si le taux descend à 20, par exemple, on va à 20, les 500 millions deviennent alors 25 millions. Donc, pour l'investisseur, ça ne change rien. Il paye le même montant en francs CFA, mais c'est au moment de faire le paiement, il va sur le marché spot, vend ses CFA, obtient de l'euro ou du dollar et fait le transfert pour le paiement. Donc, c'est cette manière-là, c'est comme ça qu'un emprunt synthétique fonctionne. Le taux est fixé dans la devise domestique et le paiement se fait en dollars au niveau du spot. Donc, au moins, le gouvernement qui emprunte paiera toujours en francs CFA, ne devra pas s'inquiéter ou en shilling, et ne devra pas s'inquiéter de l'évolution des taux de change. D'accord, merci. Alors, je demande à nos chers auditeurs de pouvoir poser les questions. Le micro est libre. On pourra en recenser 3 et à la suite, les intervenants vont y répondre et on fera un cycle comme ça pour pouvoir clôturer les questions. Je vous laisse la parole. Merci Serge. J'ai une question à l'attention de Isabelle. Isabelle, dans ton exposé, tu as évoqué le processus d'expulsion des entreprises par les États sur les marchés. Qu'est-ce qui, à ton avis, pourrait être une des solutions pour essayer donc d'apporter une réponse à ce problème qui est récurrent dans de nombreuses économies africaines? Je ne sais pas s'il y a une solution, mais je pense que déjà le fait que le gouvernement soit conscient de la taille de son marché, pour ne pas émettre. Donc, si il a une vague idée de la profondeur du marché, il y a des données qui sont là. Si le marché a une profondeur de 1 milliard, ne peut-être pas émettre pour 900 millions et ne laisser que 100 millions sur le marché. C'est une première chose. La deuxième chose, c'est aussi être conscient, comme je disais, au taux auquel ils émettent. Parce que je suis une banque, et comme le montrait la présentation de Francis, les banques, pour le moment, ce qu'elles font, c'est qu'elles reçoivent des dépôts pas chers de nous tous et nous rémunèrent, quand ils nous rémunèrent quelques pourcents. Mais si donc la banque reçoit nos dépôts à 1 ou 2% et peut les placer à 16% sans risque, relativisons le sans risque des obligations d'État, pourrait-ce que les banques joueraient le rôle de prêter à l'économie? Donc il faut que l'État soit conscient un petit peu du taux auquel on emprunte. Et après, au niveau de politique ou de réglementation à mettre en place, il y a des réglementations qui sont mises en place pour encourager les banques à prêter à l'économie. Et si elles ne le prêtent pas, par exemple, les fonds doivent être alloués, la liquidité doit être allouée aux banques centrales. Donc, il y a des genres de législations qui sont mises en place pour encourager les banques à prêter, pardon. Et il y a aussi des recommandations qui ont été faites, particulièrement suite aux défauts de ces dernières années, particulièrement au Ghana. Le grand débat sur ce qu'on appelle le nexus entre le souverain et les banques ont été beaucoup mentionnés. Il y a la BIS, donc la banque en Suisse de règlement de compensation, et le FMI, par exemple, recommande de ne pas de mettre une limite sur le nombre d'emprunts d'État dans lesquels les banques peuvent investir. Je ne sais plus quel était le pourcentage, mais je pense que c'était maximum 30 ou 40%. L'idée était justement de ne pas créer cette surdépendance du secteur financier par rapport à l'économie. Parce que si le pays fait défaut,
et que 60% des investissements de la banque viennent des dépôts de la population et des entreprises et dans une obligation d'État que l'État fait défaut, ça non seulement ça crée un troisième niveau de fragilité en termes de stabilité financière. Donc, je dirais un mélange, être conscient de la profondeur de marché et ne pas absorber toute la profondeur de marché, être très conscient du taux auquel on emprunte en sachant que le taux auquel on emprunte a un impact sur tout l'écosystème, et la réglementation finalement pour encourager les banques à prêter de manière diversifiée et surtout ne pas limiter le nombre de, de montants que les banques peuvent emprunter, utiliser pour investir dans les emprunts d'État. Merci. Est-ce qu'on a encore des questions? Oui, Serge, c'est encore moi. D'accord. Désolé de monopoliser la parole. J'ai une question au sujet un peu de la dépréciation des monnaies locales. Isabelle, tu as parlé au cours de ton exposé de la dépréciation euh, des monnaies locales à la suite un peu de la hausse des taux aux États-Unis et son corollaire, donc le flux massif de fonds. Quel est, selon toi, le rôle ou l'importance de la discipline macroéconomique pour essayer, un tant soit peu, de retarder ou même d'endiguer euh, d'endiguer en fait ce transfert de flux et de faire en sorte que les monnaies ne perdent pas aussi rapidement et aussi dramatiquement leur valeur? Je pense que les investisseurs internationaux, donc il y a les deux parties, les investisseurs internationaux regardent un petit peu quel est l'endroit où ils peuvent investir, qui leur donne le meilleur rendement en minimisant le risque, donc optimisation du risque. Et quand les taux de dollars ont augmenté, évidemment, beaucoup d'argent est sorti de plusieurs pays frontières et émergents pour retourner vers les États-Unis, ou quand il y a une crise, en général, ça se passe. Mais il y a des pays qui perdent moins d'argent que les autres parce que justement, il y a une certaine stabilité. Quand un investisseur regarde où investir, il regarde le fait qu'il y a une certaine, comment on dit, tout le monde parle toujours du droit de la législation. Donc, s'assurer que la législation est stable, que le droit de la propriété est respecté, qu'il y ait une certaine cohérence. Donc, bien sûr, c'est important et je pense que c'est même important, encore plus, que j'imagine que ça vous rassure aussi, vous, analystes financiers, que ce soit une entreprise ou un gouvernement, toute organisation qui arrive, qui vous montre une vision, qui vous montre une stratégie, qui vous montre les étapes d'exécution de la stratégie, qui vous montre un business plan et comment il exécute et comment ils sont en ligne, cette consistance, cette communication rassure. Et c'est sur base de ça qu'on investit. Donc, tout gouvernement et c'est une des premières étapes, d'ailleurs, quand on regarde le développement du marché des capitaux, une des premières étapes, c'est d'augmenter les capacités de forecasting, de prévision macroéconomique avec des messages clairs en termes de communication. C'est la première étape. Ça rassure de savoir qu'il y a une consistance et une stabilité. Et donc, quand les gens décident d'investir, de sortir leur argent, ils le sortiront plus dans les pays où ils sont plus inquiets que dans les pays où ils sont plus stables. Donc, je pense que tous les pays ont perdu un peu d'argent au moment où il y a eu la hausse des taux des dollars américains, simplement parce qu'ils ont emprunté en dollars et que les gens vont font toujours un calcul d'équilibre entre le risque et le return. Mais je pense que les pays qui sont plus stables, plus émergents, qui ont une croissance, etc., ont moins perdu que d'autres pays. Et donc, c'est important. Et en même temps, on revient toujours sur la question onshore, offshore, en même temps de développer un marché domestique parce que l'argent ne sortira pas, ou en tout cas pas aussi massivement quand il y a un problème. D'accord. Merci beaucoup, Isabelle. Je demande à l'auditoire s'il n'y a pas de questions.
Lionel Voilà. Ouedraogo de la SBIF. D'abord, je D'accord. voulais remercier les différents présentateurs pour leur présentation. On a été très édifiés. Merci beaucoup. J'ai une question pour Madame Isabelle de TCX. La première fois que j'ai eu affaire à TCX, je me souviens, il y avait un emprunt de l'État du Burkina Faso et on avait en fait un investisseur international qui voulait venir et qui avait peur effectivement du risque de change. Sur place, j'ai fait des recherches, j'ai trouvé que TCX offrait en fait des couvertures sur le CFA et j'ai réussi à contacter même à l'époque un de vos collègues. J'étais étonné par les taux qui m'ont été donnés, qui en fait quasiment bouffaient toute la marge qui allait être offert en fait aux clients, ce qui fait que finalement le deal ne s'est pas fait. Et jusqu'à aujourd'hui, m'étonne toujours que on couvre le CFA comparatif vis-à-vis de l'euro à ces taux. Je me souviens qu'à l'époque c'était peut-être 4 à 5%. Je ne sais pas si ça a baissé depuis. Est-ce que vous pouvez revenir sur en fait la raison du fait que le prix de couverture est si élevé quand on sait que le franc CFA est arrimé à l'euro et que derrière en fait il y a la garantie de la Banque de France et tout ça. Merci bien. Oui, oui, merci. Et il y a deux questions là-dessus. Il y a la question du prix et la question du franc CFA. Donc, je vais séparer les deux questions. La première, et donc je reprends là-dessus, c'est que TCX, nous n'avons pas un objectif de profit. Donc, nous avons promis à nos actionnaires un return sur equity de Libor plus 1,4, donc SOFR plus, je ne sais plus, 1,6, quelque chose de ce style-là. Donc, c'est pas, notre objectif n'est pas de majorer les prix. Maintenant, on a beaucoup ce commentaire que nos prix sont chers. Et c'est quelque chose qui est toujours assez intéressant à comparer parce que je dis cher par rapport à quoi? Il y a le différentiel de taux. Donc, il ne faut pas comparer le taux euro au taux CFA ou le taux dollar au taux CFA ou le taux euro au taux NERA. Il faut comparer notre prix CFA NERA à la courbe des taux CFA ou NERA. Parce que sinon, je peux comparer un emprunt en yens à 0,1% par rapport à un emprunt en dollars à 4% et vous dire que le dollar est cher. Il faut comparer ce qui est comparable. Donc, nous, il faut comparer à la courbe des taux de CFA, qui est suffisamment profonde pour pouvoir comparer. Et par rapport à la courbe des taux, on est toujours à 100 points de base au-dessus ou en dessous, parfois plus, parfois moins, mais on est souvent à ce niveau-là, particulièrement par rapport au CFA. Donc, je pense qu'il y a une première comparaison par rapport à ça qu'il faut faire. Et donc, la deuxième question, pourquoi est-ce que ce différentiel de taux est là malgré le PEG? Le différence de taux est là. Pourquoi est-ce qu'il y a une différence de taux entre le taux d'emprunt je sais pas moi, du Burkina ou du Sénégal et le taux d'emprunt de l'Allemagne? Même dans un même cadre, quand on prend le taux européen, il y a une petite marge de variation entre le taux allemand et le taux français ou le taux grec. Donc, il y a d'autres éléments qui jouent dans le prix que le PEG qui est là, parce que c'est ces différentes économies. Maintenant, la question du CFA et de l'euro. Oui, il y a le PEG. Est-ce que le PEG nous, ce qu'on remarque indépendamment, comme on dit toujours, comme disait Hugo Panizza lorsqu'il a eu cette question, un PEG n'est là que tant que l'arrimage existe. Il mentionnait son épouse qui était libanaise et qui disait que le Liban avait un PEG, je ne sais pas quel pays, jusqu'à ce que le Liban n'ait plus de PEG. Donc on ne sait jamais. Et nous, on n'a aucune vue là-dessus particulière. On remarque juste que malgré le fait qu'il y a l'arrimage entre l'euro et le CFA, que le CFA, en tout cas le XOF, donc Afrique de l'Ouest, est une de nos expositions les plus élevées au niveau du portefeuille de TCX. Ce qui montre un point de vue d'une tendance de ce que le marché peut penser, ou c'est des discussions qu'on a eu avec beaucoup de gouvernements qui se disent que justement, quand on parle de plafond de la dette, même s'il y a l'arrimage, il y a un besoin d'emprunter en devise locale pour justement ne pas exploser les plafonds de la dette par rapport aux normes internationales. Et donc, beaucoup de pays pensent d'abord à emprunter en CFA de plus en plus, et puis en euros, et puis en dollars, parce qu'il y a d'autres éléments.
Mais je prends le point qu'il y a une conception de prix et je pense qu'on est assez transparent à ce niveau-là. Quand on transmet nos prix, par exemple en francs CFA, on envoie nos prix et quand il y a une courbe des taux, on envoie où est la courbe des taux des pays, 5-10 ans. Donc, tous les mois, on envoie à ceux qui s'enregistrent des clients potentiels qui voient de manière transparente où on est par rapport à la courbe des taux du pays, s'il y a une courbe des taux du pays. Et quand vous regarderez ça, vous verrez qu'on est totalement en ligne avec à peu de choses près avec la courbe des taux de la jeune CFA. Merci beaucoup. Une question complémentaire, effectivement. À l'époque aussi, il y avait eu le souci en fait de timing. Apparemment, pour être client et bénéficier de vos services, il y a un certain process qu'il faut avoir. Et donc, c'est pas quelque chose qu'on peut venir faire du jour au lendemain, payer un contrat comme on l'achèterait en fait une couverture au niveau d'une banque. Oui, non, tout à fait. Juste pour prévenir un petit peu, nous sommes un fonds alternatif. Nos clients sont nos actionnaires, donc les banques de développement et des banques commerciales. Et donc, nous ne pouvons pas toujours. Si vous voulez travailler avec nous via une de nos banques, nos clients existants, ça peut se faire assez vite. Il faut juste le demander avec quelle banque de développement ou banque commerciale avec qui vous travaillez de servir d'intermédiaire. Si nous devons prendre comme client directement, la question doit se poser. Donc déjà, il faut être un établissement financier, mais c'est là où quand on parle de développement des marchés financiers, il y a un contrat qui s'appelle ISDA, qui est un contrat qui régit toutes les transactions de produits dérivés. Et donc, il faut qu'on signe un contrat ISDA avec notre contrepartie. Et dans ce contrat ISDA, il y a d'autres sous-contrats pour tout ce qui est collatéral, etc., qui doivent être signés. Et donc, il faut s'assurer aussi en termes de réglementation que le pays dans lequel vous opérez a la législation en place pour pouvoir gérer les contrats ISDA. Parce que même si on signe un contrat avec vous, mais que le pays ne respecte pas la législation sur tout ce qui est on appelle ça ISDA Enforceability. Nous, ne sert à rien de signer un ISDA parce qu'en fait, on ne pourra pas l'exercer de manière juridique. Et là, on revient encore quand on parle de développement des marchés des capitaux, il faut s'assurer que les infrastructures sont là. Donc, l'infrastructure légale que je mentionnais, particulièrement pour les produits dérivés, c'était tout ce qui était ISDA à mettre en place. Mais donc, en effet, juste pour revenir à la question plus commerciale, on ne peut pas signer un produit dérivé avec vous en 2 jours, surtout s'il n'y a pas d'ISDA. Donc, s'il faut, vous avez une transaction auquel vous pensez, il faut réfléchir bien à l'avance. Donc, contactez nous des mois à l'avance si vous n'avez pas d'ISDA, ne fût-ce que pour aider à la structuration, à mieux percevoir le prix, où est-ce que le prix devrait être, etc. Ou comment est-ce que le prix va évoluer. Et comme ça, on va vous aider à structurer l'opération. Et si vous arrivez que c'est très tard, il y a toujours moyen de faire quelque chose, mais alors on passera par une banque avec laquelle on est déjà cliente et qui est aussi votre banque. Donc, je ne sais pas moi, EcoBank, JP Morgan ou peu importe, pour aller plus vite. Donc, il faut prendre en compte le timing, mais j'encourage tout le monde à venir très, 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 très tôt parce que ce sont des structures compliquées, comme vous l'avez mentionné. Donc, autant prendre le temps de bien structurer et de trouver une solution qui fonctionne. Je vous remercie. Merci. On a une autre question. Excusez-moi encore, désolé, c'est pas une question. Je voulais savoir si je pouvais après avoir les emails de Isabelle et de son collègue, s'il vous plaît. Merci. Bien sûr, que ce soit Francis de Franclear et moi-même sont disponibles pour fournir plus d'informations ou vous présenter à nos collègues qui peuvent vous fournir les informations qu'il vous faut. Avec plaisir. Merci beaucoup, Isabelle. Merci beaucoup à Franck. Alors, notre webinaire tire à sa fin. Alors, nous allons remercier nos 2 intervenants pour l'exposé qu'ils ont fait. Et comme nous avons dit, Franck poursuivra sur une prochaine session plus en détail sa présentation. Et cette date sera annoncée. Et on peut vous dire aussi que cette session d'aujourd'hui sera mise sur le site internet de la SWAP pour permettre à tous les participants d'avoir accès et de pouvoir se faire un replay.
et aussi les contacts de nos intervenants pour des échanges éventuels pour approfondir un certain nombre de questions qui restent encore pendantes dans notre esprit. C'est pas toujours évident pendant les sessions d'avoir toutes les questions. C'est avec un peu de recul qu'on arrive à trouver des éléments. Alors, Guy, je te passe la parole pour le mot de clôture. Juste avant que Guy ne parle, j'espère être réinvité à participer, à regarder la session de Francis sur le money market, le repo et l'interbancaire, que je puisse moi aussi m'éduquer un petit peu. Naturellement. Merci. Merci. Merci Serge. C'est juste des mots de remerciement à l'attention donc de nos intervenants, à l'attention des participants et à l'attention également des organisateurs, donc Serge et son équipe. Nous continuerons donc de rester en contact avec l'écosystème du marché afin d'offrir à nos membres autant de formations, autant de sessions, autant d'ateliers que possible, histoire, comme Isabelle et Francis l'ont si bien dit, de contribuer à un peu plus de formation, un peu plus d'information et de sensibilisation des acteurs du marché et de l'écosystème. Donc, merci à tous. Et puis ça, je te laisse conclure cette session. Je vous remercie pour votre participation massive. On a eu pour ce webinaire pour information transparente plus de 120 inscrits. Et aujourd'hui, on était une quarantaine. Pour nous, notre objectif, il est déjà atteint. Et félicitations à tous et on compte sur chacun de nous. C'est une société qui nous concerne tous, autant spécialistes des finances que de l'investissement. Tous les investisseurs aussi, parce que nous sommes aussi des potentiels investisseurs, afin de pouvoir aider notre marché à connaître le développement espéré, à être un marché émergent et pourquoi pas dans cette dizaine d'années, un marché frontière où nous pourrons développer des produits en monnaie locale pour pouvoir mieux absorber les investisseurs étrangers. Alors, merci beaucoup et sur ce, je vous remercie encore. À très bientôt. Merci à tous. Merci à tous. Bonne journée. Merci, au revoir. Merci à tous et merci à la SWAP. Merci et au revoir.